Champion du monde 2010, champion d'Europe 2012, 2 Ligues des Champions remportées et 2 Ligas soulevées, Vicente Del Bosque, c'est tout simplement le palmarès le plus complet jamais vu sur un banc de touche. Pourtant, si je vous demande de citer les plus grands coachs de l'histoire, vous allez me parler de Guardiola, de Ferguson, de Mourinho ou d'Ancelotti. Mais Del Bosque, il vient jamais dans la conversation. Et le pire, c'est que c'est pas nouveau. Déjà en 2003, le Real Madrid le limoge 2 jours après avoir remporté la Liga. Florentino Pérez dit à l'époque que Del Bosque a des méthodes dépassées et que les Galactiques vont l'évincer. C'est pas un génie, mais plutôt un gestionnaire. Et c'est justement ça le problème, car Vicente Del Bosque n'est pas rejeté pour ses résultats, il est rejeté pour sa manière de les obtenir. Il ne fait pas de déclats fracassantes à la presse, il n'y a pas de révolution tactique à son nom, et il ne célèbre pas sur son banc. C'est l'homme qui gagne sans faire de bruit, qui unifie sans faire le show, qui réussit sans jamais s'en vanter. Bref, c'est le coach qui a tout gagné, mais qu'on a quand même viré. On est en juillet 2008. L'Espagne vient de remporter l'Euro sous les ordres de Luis Aragonès et une génération dorée vient d'exploser. Que ce soit Xavi, Iniesta, Casillas, Villa, Torres ou Ramos, tous viennent de se révéler pendant ce tournoi. Après des décennies de déception, la Roja a enfin un trophée majeur. Sauf qu'après ce premier titre, l'architecte de ce succès part direction Fenerbahçe et la Turquie. À 69 ans et avec un contrat qui se termine, Luis décide de passer le flambeau. La Fédé espagnole doit donc choisir un successeur et le 15 juillet 2008, elle annonce son nom. Vicente Del Bosque. Ce mec-là, il a 57 ans, il vient de passer 3 ans sans club et surtout il a une réputation, celle d'un gestionnaire, pas d'un créateur. Et pour comprendre d'où vient cette réputation, il faut revenir en arrière. En novembre 1999 exactement, quand il prend les rênes du Real Madrid. Le club vient de virer John Toshak, l'équipe est en crise et Del Bosque débarque avec sa dégaine de prof de philo à la retraite. Sauf qu'en 4 saisons, il va tout rafler. 2 Ligues des Champions, 2 Ligas plus une coupe intercontinentale et une super coupe d'Europe. Au total, c'est 7 trophées majeurs remportés, le tout en gérant les Galacticos. Zidane, Figo et Ronaldo. Des égos monstrueux avec des salaires démesurés et une pression médiatique constante. Pourtant, Del Bosque, il fait avec. Il n'a pas de grande théorie tactique, il ne tient pas de grands discours, il a juste une philosophie. Un leader est admiré, un patron est craint. L'Espagnol ne crie jamais, il ne joue pas les tyrans, il se contente de parler, d'écouter et de faire confiance à ses joueurs. Et pendant 4 ans, ça fonctionne, jusqu'au 24 juin 2003. 2 jours après avoir gagné la 29e Liga du Real Madrid, Del Bosque apprend que son contrat n'est pas renouvelé. Florentino Pérez, le président, dira à la BBC « Del Bosque montre des signes d'épuisement et il nous faut quelqu'un avec un manuel d'entraînement moins démodé. » En gros, le vieux père n'est pas assez vendeur pour la marque Galacticos. Sauf que les joueurs, eux, ils étaient très contents du vieux père. Car des années plus tard, Ivan Elguera révélera ce qui s'est dit dans le vestiaire. Il voulait se débarrasser de Del Bosque et nous voulions qu'il reste. Le président a refusé de célébrer le titre avec nous. Certains joueurs ne voulaient pas aller à la mairie, d'autres ont voulu boycotter la célébration officielle. Mais Del Bosque, lui, ne dit rien. Encaisse en silence. Et c'est avec ce passif-là qu'il débarque à la tête de l'Espagne en juillet 2008. Les médias le voient donc comme un coach dépassé, mais les supporters, eux, le voient comme celui qu'on a trop vite dégommé. La seule chose où tout le monde est d'accord à ce moment-là, c'est que ce n'est pas lui qui a inventé le système, c'est Luis Aragonès. Lui, le sanguin, très volcanique et souvent provocateur, a mené l'Espagne à la victoire finale, alors que Vicente, c'est tout le contraire. Discret, calme et très tranquille, il hérite d'une équipe déjà mature, déjà rodée, déjà championne d'Europe. Et plutôt que d'arriver et de tout révolutionner, il va mettre en place ce qui deviendra sa marque de fabrique. Ne rien changer, accepter d'être le gardien d'un système qu'il n'a pas créé. Et ça va plutôt bien marcher, puisque lors des qualifications pour le Mondial 2010, il va faire le perfect. 10 victoires en 10 matchs, 28 buts marqués et 5 encaissés. Alors après le premier trophée remporté 2 ans plus tôt, l'Espagne arrive en Afrique du Sud comme favorite. Sauf que le tournoi commence mal. Très mal même. Lors du match d'ouverture contre la Suisse, la Roja perd 1-0. Un vrai coup de massue pour toute l'équipe. Les médias espagnols parlent déjà de malédiction, quant aux bookmakers, ils revoient déjà leur cote. Mais dans tout ce marasme, il y en a un qui panique pas, c'est Del Bosque. Il convoque Xavi dans sa chambre d'hôtel et lui dit « J'ai revu le match encore et je pense pas qu'on doive changer quoi que ce soit. » Il garde le même système, avec les mêmes joueurs et leur donne la même confiance. Résultat, l'Espagne enchaîne 5 victoires consécutives, dont 3 en phase éliminatoire sur le score de 1-0. Contre le Portugal 1-0, contre le Paraguay 1-0 et contre l'Allemagne 1-0. À chaque fois, la Roja gagne par 1 but d'écart et à chaque fois, c'est une victoire arrachée dans la douleur. Mais qu'importe, elle se retrouve en finale du mondial contre les Pays-Bas. Et ce match, comme tous les autres, va être
ultra tendu. Il n'y a pas beaucoup d'occasions, Nigel de Jong se prend pour un ninja et il faut attendre la 116e minute de jeu pour qu'Iniesta libère tout un pays. L'Espagne est championne du monde. À 59 ans, Del Bosque devient l'un des plus vieux entraîneurs à soulever le trophée. Le tout avec des stats assez lunaires. 8 buts marqués, 2 encaissés, 5 clean sheets. L'équipe domine ses adversaires, les contrôle, puis les asphyxie petit à petit. Sauf qu'il y a un problème, ce football-là, il fait pas forcément rêver. Certains médias à l'étranger commencent déjà à les critiquer, comme Bleacher Report qui va écrire: en 2010, l'Espagne était l'équipe la plus ennuyeuse du tournoi, enchaînant des victoires chanceuses et frustrantes. Et Vicente Lizarazu dira même: le football espagnol, c'est comme l'amour sans le sexe. Manque un peu de piment. Et en soi, ils ont pas forcément tort. Gagner 1-0 en contrôlant 70% du ballon, c'est moins spectaculaire que de gagner 4-3 dans un match de foot. Mais Del Bosque, lui, il préfère gagner, même si ça fait chier le monde entier. Et surtout, il a un problème bien plus urgent à gérer. Réussir à faire cohabiter le Barça et le Real Madrid dans un même vestiaire. Car quand l'Espagne gagne ce mondial, il y a 7 joueurs du Barça et 3 du Real Madrid dans le 11 de départ de la finale. Bon, en soi, en équipe nationale, la rivalité de club n'est pas censée poser de problème. Sauf qu'à ce moment-là, on entre en pleine guerre Mourinho-Guardiola. Et le Classico va devenir une zone de combat. Les joueurs se détestent sur le terrain, t'as Pepe qui marche sur la main d'un adversaire, t'as Busquets qui simule, t'as Mourinho qui met son doigt dans l'œil de Villanova et t'as des cartons rouges à foison. Et pendant ce temps-là, Del Bosque, lui, il doit faire jouer ensemble Casillas et Xavi, Ramos et Piqué, Xabi Alonso et Busquets, des mecs qui passent leur week-end à s'entretuer en Liga. Alors comment il fait pour arranger tout ça? Il va juste parler. Il organise des réunions entre les capitaines des deux camps et il impose une règle toute simple. Les désaccords de club s'arrêtent à la porte de la sélection. Mais le pire, c'est que ça va bien marcher. Des années plus tard, Sergio Ramos dira de cette période: les joueurs du Barça et du Real venaient de s'entretuer, mais nos désaccords devaient être secondaires. Vicente Del Bosque a fait un excellent travail pour nous unir. Alors avec une équipe unie, 1 euro et une Coupe du Monde gagnée, la Roja se retrouve clairement à son prime. Pour les qualifs à l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine, elle écrase encore une fois son groupe. 8 matchs, 8 victoires, 26 buts marqués et 6 encaissés. Une fois arrivé à son camp de base, l'équation est simple. Pour l'Espagne, ils veulent marquer l'histoire. Et pour y parvenir, Del Bosque va mettre en place une tactique assez chelou, créer une équipe sans vrai numéro 9. Fernando Torres joue sur une jambe, alors notre moustachu va innover. Il met Cesc Fabregas en faux neuf et aligne 6 milieux de terrain titulaires. Son 4-6-0 est ultra novateur pour l'époque. Et le résultat va être une vraie boucherie. L'Espagne met 12 buts sur le tournoi, en encaisse qu'un seul, domine tout le monde. Puis une fois la finale contre l'Italie arrivée, ça va être la démonstration finale. Une leçon de tiki-taka, un premier but de Silva, puis un autre de Jordi Alba, puis encore un de Torres avant que Mata ne clôture le festival. 4-0, score final, l'Espagne est au sommet du monde. C'est simple, c'est la plus large victoire dans une finale d'Euro, c'est le premier doublé européen consécutif de l'histoire et c'est le premier triplé majeur avec l'Euro 2008, le Mondial 2010 et l'Euro 2012. Un exploit qu'aucune autre équipe n'a réalisé. Les Alonso, Busquets, Xavi, Fabregas, Iniesta et Silva ont formé une pyramide ultra bien huilée et cette victoire est rentrée dans la légende. Sauf qu'après chaque légende, généralement, il y a une fin. Et celle-ci va commencer à s'effriter. Parce qu'en 4 ans, l'Espagne a joué quasiment le même football, le même style de jeu, la même domination et la même possession à l'extrême. Le problème, c'est qu'ailleurs, les temps commencent à changer. Guardiola quitte le Barça et prend une année sabbatique. Pendant ce temps-là, certaines équipes commencent à s'adapter à ce jeu de possession. Pour le contrer, il faut mettre en place un pressing haut avec des transitions rapides et une supériorité physique. Le moment de bascule arrivant au printemps 2013. Ce jour-là, le Bayern affronte le Barça en demi-finale de Ligue des Champions. Comme d'habitude, les Catalans vont monopoliser le ballon avec 63% de possession. Le truc, c'est que Jupp Heynckes, il s'en fout du ballon. Il dit à Ribéry et Robben de cavaler sur les côtés, à Müller de bien se positionner et à Gomez de terminer. Résultat, les Bavarois atomisent le Barça 4-0 dès le match aller. Martinez et Schweinsteiger ont mis la triplette Iniesta, Busquets, Xavi dans la pocket. Et le match retour n'est qu'une formalité. 3-0, emballé, c'est pesé, le Barça se fait humilier 7-0 sur les 2 matchs. La période du tiki-taka est bel et bien terminée, sauf pour un homme, Vicente Del Bosque. Parce que oui, le vieux père ne veut rien changer. Et pendant la phase de qualification pour le mondial au Brésil, ça va commencer à se voir. L'Espagne termine certes en tête de son groupe, mais fait 2 matchs nuls contre la France et la Finlande. Elle est moins souveraine, moins sûre d'elle, mais le moustachu persiste et signe. Il va donc convoquer Fernando Torres, qui vient de mettre 5 petits
petits buts en première ligue avec Chelsea, puis prendre aussi David Villa qui n'a plus marqué depuis 15 matchs et faire confiance à des trentenaires comme Xavi 34 ans ou Casillas 33 ans. Sur le papier, l'équipe a toujours de la gueule, ok, mais entre l'âge, le manque de confiance et le refus de se renouveler, le retour sur terre va être brutal. Très brutal même. On est le 13 juin 2014 à Salvador de Bahia au Brésil. L'Espagne affronte les Pays-Bas dans un remake de la finale 2010. La Roja veut bien lancer son tournoi, les Néerlandais eux veulent se venger de la dernière fois. Et ils vont le faire, même si ça démarre mal. Xabi Alonso ouvre le score sur penalty, mais Louis van Gaal maintient son plan. Et juste avant la mi-temps, Van Persie s'envole dans le ciel pour mettre une tête légendaire. Puis les Oranges vont enchaîner avec un but de Robben, un autre de De Vrij, le doublé de Van Persie et un dernier du divin chauve qui va laisser la carte de visite. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite parce que ce qu'il lui a fait avec Casillas et Ramos c'est incroyable. Ça fait 5-1 pour les Pays-Bas, l'Espagne est humiliée. Casillas, le héros contre Robben 4 ans avant, en prend 5. Et 5 jours plus tard, le Chili achève la Roja 2-0. Pour la première fois de l'histoire, un champion du monde en titre est éliminé après seulement 2 matchs. L'Espagne rentre à la maison et Del Bosque devient immédiatement le coupable. Car à son retour, le bilan est catastrophique. On a une élimination au premier tour, une humiliation en Mondovision et la fin d'une ère de domination. En 3 matchs, tout le crédit accumulé pendant 6 ans s'évapore. Peu importe la Coupe du Monde gagnée ou l'Euro remporté, Del Bosque devient le coach qui a raté avec la génération dorée. Forcément, tous les médias réclament directement sa tête. Sauf que Del Bosque, il reste. Prolongé 1 an avant le mondial, le moustachu ne compte pas s'arrêter là. Il veut remettre son Espagne à l'endroit, mais le mal est déjà là. 2 ans plus tard, lors de l'Euro en France, l'Espagne arrive avec une équipe renouvelée. Morata, Nolito ou Koké font leur apparition, mais clairement, il y a un manque de talent. L'Espagne termine 2e de son groupe, puis dès les 8e de finale, elle se fait sortir 2-0 contre l'Italie sans vraiment exister. Pas d'humiliation cette fois, juste une élimination logique face à une équipe mieux armée. Résultat, 3 jours plus tard, Vicente Del Bosque annonce sa démission de la sélection. Il part sans scandale ni dispute, juste avec un communiqué sobre, une conférence de presse calme et quelques remerciements. Pourtant, après 8 ans à la tête de la Roja, il sort avec un bilan assez fou. 114 matchs sur le banc, 89 victoires et un taux de réussite de 78%. C'est tout simplement un record pour un sélectionneur et les récompenses sont là. On parle du meilleur sélectionneur du monde en 2009, 2010, 2012 et 2013. Un gars qui a gagné 1 euro et une Coupe du Monde, qui a unifié le Barça et le Real Madrid, qui a inventé le 4-6-0 à l'euro, qui a permis à l'Espagne de gagner 3 tournois majeurs d'affilée. Mais quand 442 classe les plus grands entraîneurs de tous les temps, Del Bosque n'arrive que 15e. Sport Illustrated, eux, le classent carrément 21e. Un écart abyssal entre ses trophées remportés et la reconnaissance qu'on lui a attribuée. Et c'est encore plus flagrant quand on voit la suite. Car après son départ, la Roja va enchaîner plusieurs coachs comme Lopetegui, Luis Enrique ou Fernando Hierro avant de retrouver les sommets. Et ce n'est que 8 ans après que Luis de la Fuente va soulever un nouveau trophée. Vicente a donc tout gagné, mais il l'a fait sans faire de bruit, sans révolution tactique et sans être un personnage médiatique. Et ça, pour le football d'aujourd'hui, c'est peut-être trop authentique. Alors il est parti comme il est arrivé, en silence, laissant derrière lui l'un des palmarès les plus complets de l'histoire et une reconnaissance qui ne viendra sûrement jamais. Car Del Bosque était juste l'homme qui aimait gagner tout en restant caché. Voilà, c'était l'histoire d'un coach qu'on a un peu tendance à oublier, ce bon vieux Vicente Del Bosque. J'espère qu'elle vous a plu. Vous, perso, vous le placez où dans le classement des meilleurs coachs de l'histoire? Dites-moi tout ça en commentaire. Sinon, comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Aussi, petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin, j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.